Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Vous êtes officiellement les pas bienvenus. Paris 2. Ton podcast de quartier. Animé par Valentin. Hey, bonjour, bonjour. Bienvenue pour cet épisode de Paris 2, c'est ce 9e épisode de Paris 2. Je suis en compagnie de Panafrica, d'Hélène et Vulfran. Je suis très heureux d'être ici dans le deuxième, du coup, dans le showroom situé dans le deuxième. Petit récap, merci à tous d'avoir suivi les précédents épisodes de Paris 2. On arrive à la fin de la saison. Du coup, voilà, c'est une belle aventure qui commence et j'espère qu'elle durera pendant longtemps. Je vais vous laisser vous présenter. Hélène, je vais te laisser te présenter. Salut, donc je suis Hélène Lucas et je suis directrice de la communication chez Panafrica et associée également. Et moi, Valentin, je voulais déjà te remercier d'être venu jusqu'à nous. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est rue Greneta, tu viens jusqu'au passage du Ponceau, donc il y a à peu près 5 minutes à pied, donc j'imagine l'effort que tu as fait. C'est un sacré voyage. C'est un sacré voyage. Et moi, donc, je suis Vulfran, on se connaît un petit peu, oui. puisque tu m'as connu au tout début de la marque Panafrica il y a 4 ans et demi maintenant. Et donc moi, je suis un des fondateurs de Panafrica. Et on bosse beaucoup ensemble avec Hélène, du coup, qui est associée avec moi. Notamment tous les deux sur la partie un peu plus communication, marketing, etc. Ouais. Pour la marque. Ok, très bien. Sachant qu'on est 3 associés et il y a une autre personne qui s'appelle Hugues, qui n'est pas là ce soir. Mais on pense fort à lui. de certaines parties que je trouve un petit peu moins drôles, mais qui sont tout aussi importantes pour Panafrica, qui sont les achats de matières premières, la production. Et ça c'est cool, on en parlera juste après, du coup, pour savoir qui fait quoi exactement dans l'équipe. Déjà, Vulfran, du coup, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de la genèse de Panafrica, comment c'est né, pourquoi, comment, qu'est-ce qui a fait que Panafrica Panafrica, comment c'est né, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Ouais, je me doute bien. C'est toujours difficile d'y répondre parce qu'en fait, je pense que c'est né avant tout d'un rêve et d'une envie d'entreprendre qu'on avait. Moi, pour la petite histoire, j'ai bossé pendant 4 ans avant de monter la marque. Et puis pour un groupe immobilier, donc un truc qui n'a rien à voir avec la mode. Et j'avais une envie, c'était vraiment de donner un peu plus de sens à ma vie, d'entreprendre, d'essayer de gagner de l'argent par ce que je faisais, de moi-même, quitte à prendre les risques qu'il fallait prendre pour y arriver. Et puis aussi d'œuvrer pour quelque chose qui me dépassait un petit peu. Et essayer de créer un beau projet. Moi j'avais quand même pas mal d'attirance pour toute la mode, la création et tout ça. Et j'en ai parlé à un de mes meilleurs amis qui était Hugues, et qui lui vivait en Afrique au moment où on a lancé la marque, puisqu'il a bossé pour du financement d'entrepreneurs en Afrique. Et on s'est dit, tiens, une marque de basket qui connecte un peu des projets sympas, artisanaux, etc. Sur le continent africain, et d'en faire une basket du coup qui a une éthique particulière, puisqu'on travaille sans intermédiaire avec différentes personnes situées dans pas mal de pays différents, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Et donc donner une certaine éthique à la manière de fabriquer la paire de basket, et de donner du coup à nos clients une histoire qui est une histoire propre et qui est une histoire authentique et une belle histoire. On s'est dit, tiens, on tient peut-être le bon truc pour à la fois s'éclater dans nos vies, monter un beau projet, et qu'en même temps on rencontre un public qui attendait ce type de chaussures un peu différentes, avec un ADN fort et qui avait une histoire différente. Donc c'est parti de ça. Et du coup on a tout plaqué, on s'est dit ok, on y va, on a tout plaqué, on a quitté nos boulots tous les deux. On est parti avec un sac à dos très rapidement sur le continent africain pour commencer à trouver des partenaires, des usines. C'était pas facile. Et en fait on a lancé la marque 4-5 mois après avoir quitté nos boulots. Et puis là, c'était un gros démarrage. Et puis on en reparlera du démarrage. Pour la petite histoire, du coup, Hélène qui est là. Comment vous êtes rencontrés ? C'est une belle rencontre. C'est une belle rencontre parce que pour moi, c'est une belle leçon de vie. Alors, elle va t'expliquer comment elle nous a rencontrés, et après, on va parler de la leçon de vie. Mais moi, j'ai hâte de savoir ce que tu vas dire. Moi, en fait, j'ai fini mes études et je travaillais pour un cabinet de conseil qui aidait les entreprises françaises à monter des partenariats avec des entreprises africaines, pas mal dans l'industriel ou alors les panneaux solaires, etc. Et j'étais à mon compte.
Et donc, un jour, j'étais sur Facebook et j'ai vu un post de Panafrica et un ami d'amis qui a dû liker. Ou partager. Facebook fait bien les choses parfois. et directement, j'ai adoré le projet. Je suis arrivée sur la page de Ulule, du coup, et j'ai vu tout ce que les gars comptaient faire, parce que c'était que la campagne de lancement et de précommande. Et du coup, j'ai simplement envoyé un mail. Je ne crois pas que j'ai envoyé mon CV. J'ai juste dit « Salut les gars, j'adore ce que vous faites. J'ai un peu de temps pour vous aider à faire n'importe quoi, envoyer des colis ou quoi que ce soit. Si vous voulez, on se rencontre. » Et voilà, on s'est rencontrés, on a discuté. Et donc du coup, on a pris au pied de la lettre parce que du coup, c'était une période où on envoyait beaucoup de colis. Parce qu'on venait de vendre 2000 paires sur Ulule, du coup, il fallait envoyer ces 2000 paires. À l'époque, on n'avait pas d'entrepôt logistique et tout ça, donc on avait 2000 paires dans 18e, dans 20 mètres carrés. Donc autant dire qu'il fallait vite. Les joies de l'entrepreneuriat. Et du coup, on a rappelé Hélène, on l'a vue, on s'est bien entendu et on lui a dit tiens, si tu veux nous aider, emballe des colis avec nous tout un week-end. On s'est dit ça permettra de mieux nous connaître et tout ça. Et en fait, ça a super bien fonctionné, on s'est bien entendu. Et du coup, rapidement, on a dit Hélène bosse un peu pour nous. Au début, c'était à mi-temps, puis après, on l'a embauchée. Et puis maintenant elle est associée. Et voilà, et au début elle faisait des concours, elle passait des concours pour Panafrica, donc on faisait tous les concours de start-up et tout pour gagner un peu d'argent par-ci par-là ou se faire connaître. Donc on avait dit à Hélène, tu t'occupes de tous les concours, donc on a gagné plein de concours, c'est comme ça. Les winners, que des winners ici. Et puis 1000 euros par-ci, 1000 euros par-là, des beaux concours et tout ça qui nous suivent encore aujourd'hui, du coup qui nous aussi nous a permis de développer toutes nos relations publiques aussi. Et du coup c'était hyper important, c'est un choix qu'on a fait qui était assez stratégique au début, où on aurait pu dire on embauche un mec pour le digital ou je ne sais quoi, là on a dit tiens on embauche Hélène, on lui dit de faire des concours de start-up, on verra ce que ça va nous rapporter, mais en fait ça nous a fait connaître pas mal de gens, ça nous a donné pas mal de notoriété, sans mettre beaucoup d'argent. Et du coup ça c'était cool. Et pour la leçon de vie, juste avant que je vous le dise, attention. Non, c'est juste que moi il y a un truc qui nous guide je pense depuis le début, c'est qu'il faut oser. Et tu vois ce qu'Hélène a fait là, nous on l'applique au quotidien à la boîte. En fait c'est qu'à un moment donné tu prends des risques. Hélène elle savait pas, elle allait peut-être se prendre une porte en face d'elle, elle en savait rien, elle nous envoyait un truc, elle nous proposait de bosser bénévolement pour nous, elle savait pas là où ça allait l'emmener. Et en fait elle a osé. Nous on a ouvert notre porte et on s'est rencontrés et en fait ça a donné ça. Alors de temps en temps il faut savoir envoyer le petit mail qui va bien, parler aux gens, en fait. Être un peu curieux, et la spontanéité, le culot, ça fonctionne à tous les coups, donc c'est pour ça que je disais la petite leçon de vie. Justement, c'est une belle leçon de vie, le culot, surtout dans l'aspect entrepreneurial, le culot, tenter des trucs, c'est vrai que c'est un beau message. Parce que je veux envoyer des colis. Non mais si t'entreprends, à un moment, nous on parle en tant qu'entrepreneur, on a monté une boîte il y a 5 ans, on avait 0 sous en poche, aujourd'hui on a construit une boîte, on est 9 ici, on fait un beau chiffre d'affaires, on vend maintenant... on a commencé, on vendait 3 paires par-ci, 3 paires par-là. Aujourd'hui, on produit quand même 40 000 paires de chaussures par an. On a un réseau de distribution qui est quand même assez large, puisqu'on a une centaine de revendeurs, dont les Galeries Lafayette et tout ça. Et tout ça en partant de rien, c'est-à-dire en connaissant rien à la mode, en connaissant encore moins aux chaussures, en connaissant un peu l'Afrique, mais sans connaître, tu vois, tout ce qu'on avait rencontré, les usines, la partie assez technique, tu vois, de production... récolte du coton, enfin plein de choses qu'il fallait découvrir. Et en fait, si on n'avait pas osé à un moment donné, on aurait abandonné, on aurait baissé les bras et on n'y serait jamais allé. Même si on avait pensé à peut-être on aurait pu se planter à un moment donné, on n'y serait pas allé. Donc le culot et y aller quoi qu'il arrive, quitte à se planter. En fait, moi je trouve qu'il vaut mieux toujours bouger et se bouger et faire des choses quitte à se planter plutôt que de ne rien faire et rester sur place. Donc, c'est pour ça que est-ce qu'on est un peu sur le morceau de Drake Started from the bottom, now we're here. On est en plein dedans là. Parce que du coup pour la petite histoire, j'ai rencontré Villefranc à l'époque du Futur Startup, donc on avait discuté dans un épisode avec Adrien. Et du coup, effectivement, c'est dans un petit appart dans le 18e. On était sur les premières, plein de cartons, première version de shoes et tout ça. Et maintenant, on est dans le 2e, sur pas un immeuble, je dirais un building peut-être. Mais voilà, il y a quand même une vraie... Là, on dirait pas parce qu'on est dans la cave du building. Il y a 10 étages. On est dans le showroom. Mais effectivement, voilà, on voit vraiment la progression et c'est trop cool de voir des projets comme ça aussi forts qui prennent vie et qui fonctionnent quoi. Mais on en reparlera après des galeries, des campagnes Ulule, tout ça. Mais du coup, je rebondis juste sur ce que tu dis. Dis-moi. Ça me fait plaisir que tu sois là parce que je le disais en préambule, mais on s'est rencontrés au tout début de Panafrica. Et de la même manière, c'était un blog
blog, tu voulais créer des articles, etc. Tu m'avais contacté, c'était au tout début. Donc quand on m'a dit que tu voulais faire un podcast et tout ça, j'ai trouvé que c'était super cool que tu reviennes. Et justement, non mais c'est toujours sympa d'avoir un suivi. Bon, on s'est toujours tenu au courant un peu de ce qu'on faisait, mais 4 ans après, c'est vrai que ça bouge forcément. Pour le coup, là, et que c'est super intéressant, je trouve, de se revoir, parce que je pense que si on relisait l'article de 2016 sur Panafrica, il n'y a plus rien. Je mettrai à voir. le lien. Il y a encore, on va dire, le manifeste est le même, je qui n'a pense. pas bougé, Ouais. et voilà, et l'ADN des produits, mais après la boîte en tant que telle, et Panafrica, c'est bien développé. Et puis même, j'ai envie de dire, le manifeste, on a aussi cherché à faire les choses de mieux en mieux dans le temps. Donc c'est un projet aujourd'hui Panafrica qui est beaucoup plus global que ce qu'on faisait au tout début. Donc c'est intéressant que tu sois là. Ouais, c'est avec grand plaisir. Donc on est ravis de t'inviter. Je suis ravi d'être venu. Du coup, on switch chez ça. Pourquoi, attention, question, pourquoi vous êtes lancé dans la mode éthique? Et pourquoi pas la mode au sens, je vais prendre des gros contrastes, mais pourquoi pas la mode type Zara et autres, et pourquoi la mode avec un message derrière et tout, un message fort derrière. En fait, c'est simplement par bon sens. Ouais. En fait, à partir du moment où il y a eu cette idée de fabriquer des baskets en tissu wax, la première décision, ça a été de fabriquer ces baskets sur le continent africain, après d'utiliser du wax qui est fabriqué en Afrique, et puis après, ça a été une suite logique en fait, de décisions qui était tout simplement en accord avec nos valeurs, où on se sentait à l'aise en fait. Ouais. On n'imaginait pas Panafrica fabriqué en Asie avec des contrefaçons ou quoi que ce soit. Et donc c'est après, quand tu prends un peu de recul, que tu vois à quoi ressemble la basket, que du coup tu peux mettre l'étiquette mode éthique. Okay. Mais là pour le moment, je pense que quand on s'est lancé, et moi c'est comme ça que je le vois aussi, on est plutôt sur une mode humaine qui correspond à ce que nous on aimerait bien consommer, et où on est vraiment à l'aise avec ce qu'on fait en fait. Pour ajouter un petit mot, moi je pense qu'en fait c'est beaucoup les journalistes qui nous interrogent, ou des gens comme toi, qui mettent le mot éthique derrière la marque Panafrica. Nous, quand on a lancé la marque, encore une fois, on avait 2 envies, c'était d'entreprendre et puis de faire les choses bien, si je dois caractériser un petit peu l'idée qu'on avait en tête au départ. On s'est jamais dit on va faire une marque de basket éthique. On s'est juste dit, pour faire les choses bien, et c'est ce que disait Hélène, en fait, il faut aller à la rencontre des gens avec qui on va bosser, connaître les femmes et les hommes qui sont derrière chaque paire de chaussures, connecter des beaux projets. Pour nous, des beaux projets, ça veut dire quoi? Ça veut dire des projets, juste des projets humains, souvent des projets artisanaux, des projets associatifs, qu'on connecte les uns avec les autres pour en faire une belle paire de chaussures. Ouais. Donc forcément, il y a de l'humain, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'on fait, et donc les gens, après, collent l'étiquette éthique. Mais pour nous, la mode éthique telle qu'on la voit, pour nous c'est la mode du futur, et c'est la mode qui doit exister. Vous êtes quand même arrivé au plein dans le moment où du coup il y avait vraiment toute cette on va dire restructuration de l'esprit, où du coup on pense pas mode grande consommation, on pense mode avec un message derrière, avec j'achète une paire de chaussures parce que ça me touche moi, et pas parce que c'est du volume, et voilà. Mais la mode, après, la mode a toujours été un acte militant, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, même si tu vas chez Zara, ça peut être un acte militant dans un autre sens. Oui. Et la mode que tu portes des robes, les femmes, quand elles ont commencé à porter des pantalons, etc., elles portent des pantalons, c'est un acte militant. Ouais. Aujourd'hui, tu achètes Panafrica, ça va être un acte plus militant, effectivement, parce que à un moment donné, il y a des gens, ça va leur parler, ça va être plutôt l'Afrique, ça va être plutôt effectivement la question humaine derrière Panafrica, ça va être peut-être l'optimisme, parfois c'est juste la beauté des baskets. Et ça qui est cool, c'est qu'on arrive à regrouper tout un tas de gens qui à un moment donné achètent Panafrica parce que juste ils aiment la marque, et en plus la marque leur offre à un moment donné un produit qui a un peu plus de sens et qui fait un peu plus attention à la fois à l'homme et à l'environnement. Et c'est vrai qu'on s'est lancé à un moment où il y a beaucoup de gens qui commençaient à se poser des questions sur comment je consomme, quel produit je dois consommer. Tiens, c'est peut-être plus sympa de favoriser des jeunes marques qui se lancent, ou des marques françaises, de favoriser des jeunes entrepreneurs. Donc on est arrivé dans ce contexte-là, qui est un contexte qui évolue et qui prend de plus en plus d'ampleur dans la société. Après, c'est pas vrai pour tout le monde. Aujourd'hui, ça reste encore une mode qui est parfois un peu confidentielle. Enfin, je trouve, un peu trop. Mais nous, ce dont on est sûr, et c'est notre vision des choses, c'est que c'est quand même le futur de la mode. Et on en parle de plus en plus, parce qu'on voit bien, avec la crise même là qu'on a traversée, et qu'on va traverser, que le futur de la mode, ça sera pas effectivement les mastodontes H&M et Zara qui produisent n'importe comment,
et qui te vendent des produits de merde qui durent 2 ans. Enfin 2 ans encore, je suis gentil. Ouais. Mais, voilà. Ouais. Et qui sous-traitent ça sans même connaître leurs sous-traitants. Et ça, c'est quelque chose que effectivement nous on a complètement. Mettre un aspect humain vraiment dans le. Et puis surtout, au lancement de Panafrica, l'idée c'était pas de créer une entreprise pour un business, mais c'est vraiment, je joue sur les mots, Ouais. mais de créer un projet et d'en connaître vraiment toute la chaîne de valeur du coton à la personne qui va porter la basket en fait. Ouais. Ok. Et donc du coup, forcément, le fait de partir déjà de ce point de vue-là et de cet état d'esprit-là, je vais construire quelque chose et pas monter un business, bah forcément, on revient sur Ouais. ce qu'on disait là tout de suite, c'est qu'on est plus humain et forcément les décisions sont plus éthiques. Mais on n'a Et pas, voilà. tu vois, on n'a jamais, même avec Hélène, on bosse beaucoup ensemble, on n'a jamais intellectualisé les choses. Ouais. On a fait les choses avec le cœur, comme on se sentait bien. Il y a des choses qu'on fait bien, il y a des choses qu'on fait moins bien, on le dit. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi à notre communauté, à nos Bien clients. C'est que je Vraiment pense qu'on l'aspect est assez humain. transparent et que ça se ressent aussi. Et on n'a jamais intellectualisé, on n'a pas fait d'études marketing sur la mode éthique en se disant c'est là-dedans qu'il faut Ouais, c'est aller. ça. Tu vois, on n'est pas des mecs Oui. d'école Il n'y a de pas eu, comme commerce tu qui dis, sont oui, l'aspect en sortis, mode ultra business, en enfin, mode ouais, c'est voilà. là où il faut y aller, c'est là où on peut faire de l'argent. voilà, Tu vois. on Bah, n'a pas fait d'études de marché, ouais. trucs, on s'est vraiment lancé comme ça. Et puis après, effectivement, on a senti qu'il y avait aussi une tendance de consommation qui était en train d'évoluer et qu'il fallait parfois ce qu'on faisait bien, bah, parfois on le met un peu plus en avant. Ouais. Ok. Il y a des choses dont on va plus parler aujourd'hui, dont on parlait moins hier, D'accord. parce qu'on sent qu'il y a une tendance de consommation et que les gens sont à l'écoute de ça et ont envie d'entendre certaines choses. Donc, mais c'est pas pour mentir, on dit juste ce qu'on fait, on met un peu plus en Ouais, avant. et puis en plus on est assez fiers et on trouve ça cool en fait de Ouais. montrer, d'aller dans les usines, de filmer comment les baskets sont faites, comment le Après, tissu ouais, est c'est fait. tout le enfin, storytelling derrière, toute l'histoire de la Ouais, marque qui est après- fort derrière. Ouais, et puis même c'est surtout notre enthousiasme en fait, on est Mhm. trop content de pouvoir filmer et c'est pas oui on va rajouter une ligne en plus à notre storytelling, Oui. c'est vraiment Non, mais regardez c'est trop cool quoi. nous on est comme des gamins, tu vois. Ouais. Quand on est encore aujourd'hui, 5 ans après, même C'est avec votre Hélène, bébé. on était en Côte d'Ivoire pour un shooting, enfin on était comme des gamins, on était dans les usines de tissus et tout ça. En fait, c'est même genre tu filmes au départ, tu filmes juste pour envoyer à ta mère et puis après. Ouais, c'est ça. Tiens, Regarde où je maintenant, suis, c'est maman. grave. Non, mais parce que c'est cool, c'est grisant, tu vois, t'es dans des usines, tu te rends pas compte comment c'est fait. Même Ouais. nous, quand on a lancé Panafricain, on pensait pas tout ce qu'il y avait derrière comme infrastructure, comme nombre de gens qui travaillent derrière une paire de chaussures. Ouais. Et en fait, quand tu rentres dans les usines, et puis surtout aujourd'hui, on a un peu grandi, donc on est là, waouh, tous les gens ils sont en train de bosser pour nous, tu vois, dans les conditions dans lesquelles ils bossent et tout, donc tu filmes un peu, tu parles aux gens, et puis avec le temps, c'est des gens avec qui on noue des relations un peu quand même long terme. Enfin, c'est pas qu'un peu d'ailleurs, c'est tous les gens avec qui on bosse aujourd'hui, c'est des gens avec qui on a démarré, pratiquement des gens avec qui on a démarré Panafrica. Ouais. Et ils sont fiers aussi de ce qu'ils font pour Panafrica et ils voient aussi derrière toute la communication qu'on en fait. Et nous, limite, il y a des personnes qui sont en usine qui deviennent, j'ai pas envie de dire des amis, mais quasiment. Ouais. Tu vois, des gens qu'on voit régulièrement On se quand on va en reconnaît. usine, on se reconnaît. Ah, tiens, truc, comment tu vas? Et même, on avait l'idée avec Hélène de faire un podcast. Enfin, on en a fait fait un avec d'ailleurs Esther, ouais. avec Esther, qui est une de nos fabricante de toile coton qui est au Ghana Ok. et on l'a interrogé, etc. On a sorti un podcast sur notre site internet, mais en fait la conversation, même tu le sens, c'est vraiment une conversation Une discussion, un échange. une discussion, un échange qui est super cool, où elle rigole, enfin c'est trop cool. Ok. Et ça nous fait plaisir et franchement moi j'aurais pas pu créer une autre marque que celle-ci. Bah, c'est un beau message pour tous les entrepreneurs. J'ai eu une discussion, comme je vous disais tout à l'heure, en off, avec des créateurs dans le textile qui se demandaient, posaient la question de se lancer sur des campagnes de crowdfunding. Et là, je pense que, comme je vous le disais, je parle à des spécialistes de la chose. Du coup, on en a fait une en 2016, si ma mémoire est bonne, et une en 2020, c'est-à-dire très très récemment, juste avant le Covid, quasiment, ou même presque pendant. Ouais. On a trouvé bien notre moment. Mais ça a fonctionné, en vrai, hors Covid et même hors Covid et même pendant, ça a fonctionné. Et On du attendait coup, le Covid pour lancer la campagne en fait. visionnaire. Et du coup, ouais, vous avez cartonné, vous avez fait plus de 900% à chaque fois. Je pense que Ulule a été très fier de porter des projets comme le vôtre. C'est quoi les tips que vous donneriez à une marque ou même un projet, quel qu'il soit, pour de se lancer? Et qu'est-ce qui va parler à une personne lambda de se dire ok, j'ai envie d'investir dans ce projet? Alors, Vaste question. je sais pas si toi t'as des tips. Moi les miens c'est d'être vrai. Ok. C'est-à-dire d'avoir un projet, mais encore une fois,
Le truc du crowdfunding sur Ulule, sur d'autres plateformes, c'est que les gens viennent plus à un moment donné backer un projet, mais dans son ensemble, c'est-à-dire avec les fondateurs, l'équipe, les gens qui sont derrière le projet aussi. Et ça se sent tout de suite, moi je trouve les projets pas très authentiques. Et donc moi je pense qu'il y a un truc qui nous a, nous en tout cas, beaucoup servi, c'est l'authenticité de la marque. Okay. Que ça soit au début, quand on a lancé la marque, on disait voilà, on est voilà ce qu'on a fait. Que ce soit là en 2020, on a lancé un nouveau projet avec Hélène qui s'appelle Arusha, qui est notre basket éternelle. Okay. Qui est là, je montre quand même. Ah bah oui, justement, j'allais te poser la question. C'est la running de Panafrica, donc on a lancé qui est le basket éternel. Je crois qu'on en reparle peut-être tout à l'heure, mais voilà. On parler quand tu veux. Et quand on a lancé ce projet-là, on a pareil, on a tout dit, que ce soit ce qu'on voulait faire, pourquoi on était bloqué, pourquoi on avait besoin des gens. Et cette sincérité-là, je pense, parle à des gens qui vont sur ces plateformes justement pour aider des porteurs de projets. Donc ça c'est des mini business angel quoi. Ouais, c'est des gens qui à un moment donné savent qu'ils mettent 100 balles dans une paire de chaussures, qui savent pas forcément, enfin ils nous connaissent, il y en a qui ont acheté qui nous connaissent, mais il y a beaucoup de nouveaux clients, là je parle de la campagne en 2020, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont recevoir leur paire, peut-être qu'on peut avoir des problèmes, mais c'est des gens qui te font confiance, qui se disent tiens leur projet est cool, l'équipe est cool, je leur fais confiance et peut-être que dans 3 mois j'aurai une belle paire de chaussures. Ils seront contents de leur recevoir. Donc ça c'est vraiment important selon moi. Ensuite c'est beaucoup de boulot. Je te cache pas que nous, que ce soit la première campagne ou la deuxième, c'est des heures de boulot, de réflexion, de discussion, de communication, de teasing sur le lancement d'un produit, aussi la question de comment fédérer ton premier cercle, c'est-à-dire tes amis, ta famille, tes salariés. Tu vois, nous, quand on a lancé Arusha, on était dans les starting blocks comme si on lançait la marque. Okay. Et j'ai acheté la première paire. Hélène a acheté la première paire, moi j'ai acheté la deuxième. Ouais, c'est ça, tout le monde, mais c'est bien ça. Mais pour lancer le truc, parce qu'à un moment donné, si nous on le fait pas, nous on n'achète pas nos propres paires, qui va le faire derrière? Donc nous, franchement, on était dans les starting blocks, on faisait chier tout le monde au bureau, on était à truc, attention, et tout était au. Il va falloir partir les gars, il va falloir acheter là. Mais en fait, ça nous a permis de démarrer super vite et derrière, voilà, derrière c'est une rampe de lancement qui est incroyable. Il fait boule de neige, toi qui as des commandes, et après ça fait... les gens en parlent à leurs potes, t'as vu, Arusha, ils ont lancé ça cartonne, truc. Et Ulule se dit putain, le projet cartonne, donc ils ont envie de te mettre en avant, et ainsi de suite. Et il y a même un moment donné où ça t'échappe. Nous, Arusha, on pensait en vendre, on s'est dit, franchement, 500 paires, c'était vraiment notre rêve, quoi. On s'est dit, déjà, si on vend 500 paires sur un modèle, avec un peu l'expérience qu'on a, sur les lancements de produits, on sait à quel point ça peut être dur parce qu'un produit met un peu de temps à arriver sur le marché. 500 paires, c'était déjà beau. On en a vendu 1500 en moins d'un mois. Incroyable. Donc c'était vraiment incroyable pour nous et on s'y attendait pas du tout. Okay. Et toi, je sais pas si tu as des tips, parce que tu as des tips. Non, mais moi, c'était plutôt sur la première partie, en plus, tu as dit le mot Business Angels. Les gens sur les plateformes comme Ulule, on les appelle des contributeurs. Donc en fait, l'idée, c'est de vraiment leur donner l'envie de contribuer. Et donc, du coup, on est obligé de beaucoup argumenter et de présenter les choses et comme on le voit, c'est-à-dire comme apportant une vraie solution. On va pas leur demander « filez-moi 100 balles parce que mes baskets sont cool et j'ai envie de me faire plaisir », mais vraiment, regardez, je sais qu'avec ces baskets-là, on peut faire quelque chose de stylé, ou avec ce t-shirt-là, on peut porter ce message-là, cet état d'esprit-là. Mais en tout cas, c'est, je pense, la question de sens, encore une fois, qui est très importante et pas juste donnez-moi vos sous et comme ça je vais pouvoir m'acheter ce que je veux. Après, tu sais, la question que tu nous as posée, enfin que t'ont posé du coup des gens que tu connaissais, c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est assez difficile d'y répondre parce qu'il y a une part forcément de boulot, de mix marketing qui va faire que ton produit est au bon prix, que tu le sors au bon moment, voilà, que tu as toutes les clés qu'on t'apprend en école de commerce et tout ça. Et tu as une part, à un moment donné, j'ai envie de dire de chance, ou pas. Chance, du bon moment, un truc qui peut t'échapper un peu et qui nous a échappé les 2 fois où on a fait nos campagnes. Qui fait que plutôt que de vendre 500 paires, t'en vends 1500 ou 2000. Et ça, c'est toujours difficile à expliquer. Mais je pense que, comme dans tout boulot, quand tu bosses vraiment bien, que tu prépares les choses, t'anticipes ton lancement, il y a peu de chances en tout cas que ça foire complètement. Ensuite, on a essayé, nous, avec Hélène, on a écrit un article là-dessus, on a un blog sur le site de Panafrica,
On a écrit justement un article là-dessus parce qu'il y avait beaucoup de gens qui nous contactaient en disant je vais lancer une campagne de crowdfunding, j'ai vu Panafrica forcément ressort dans les 10 meilleures campagnes de la plateforme, j'ai vu Panafrica, du coup quels sont vos conseils? Donc on répète une fois, deux fois, on est sympa, on reçoit beaucoup les gens ici, on essaie de répondre, mais parfois on n'a pas Pour la tout à fait le temps. 150e fois, on répète. Plutôt que de répondre par mail à chacun ou de les avoir au téléphone et tout, on se fait un article bien écrit, on explique les trucs. De FAQ, Donc on a fait un truc qui est un des articles les plus lus du blog où les gens viennent et tout ça. Et après, si des gens ont encore des questions après ça ou s'ils veulent être accompagnés de manière un peu plus spécifique, là, ils nous appellent, on les voit, on voit un peu leur projet, on peut les aider. Mais c'est vrai que sinon cet article-là, je pense qu'il est assez bien fait pour avoir l'intérêt du crowdfunding à faire quoi. Ouais. C'est cool ça. Surtout quand une marque réussit à justement le faire 2 fois sur 2 campagnes, être assez performant et tout. Forcément, les gens ils ont envie de savoir et ils ont envie aussi de tenter leur chance parce qu'ils se disent que tout est possible. Mais après, effectivement, c'est cool de le tailler. Très bien. J'ai notamment vu sur votre deuxième campagne, donc la campagne Arusha, qui pour plus de X, je vais pas dire de bêtises, mais X euros de contribution. Il y a un partenariat avec Desley. Ouais. Et du coup, je suis curieux est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce partenariat? Alors, c'est moi qui pense s'occuper plutôt, donc tu veux en parler? Ouais, vas-y. Non, DLC, c'est Desley, pardon, vous m'avez compris. Donc c'est une marque de bagagerie, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une grosse multinationale, qui nous a contacté via Ulule, en fait, en voyant la campagne, et qui, elle, est très positionnée sur, on va dire, eux, ils appellent ça le fair travel. Et donc ils regardent des campagnes sur Ulule, tu as beaucoup de, on va dire, des sponsors qui sont des grosses entreprises, tu as les Galeries Lafayette, tu as BNP Paribas, tu as DLC, qui sponsorisent des campagnes pour en gros eux pouvoir aider des jeunes entreprises à mieux faire, à faire avancer leurs projets. D'accord. Et elle, forcément, qui en retire aussi des éléments de communication de la part d'Ulule sur le fait que telle entreprise vient soutenir des projets à impact, en gros. Donc c'est un peu un truc donnant-donnant, nous on communique un peu sur eux, ils communiquent sur nous, donc eux ils nous apportent aussi toute leur communauté, on a fait un concours commun, ils ont commandé aussi eux, parce qu'ils sont plus qu'engagés, parce que eux ils sont engagés à hauteur de 2000 € sur la campagne. Effectivement, avec le truc du LUL, même moi je sais plus ce que c'est, mais il y a 1 € tous les 10 € ou quelque chose comme ça. Non, pour les premières paires, ils doublaient en fait. Si t'achetais une paire, eux ils donnaient l'équivalent. Enfin, ils payaient jusqu'à hauteur de 2000 €. Ok. Donc ça c'était plutôt sympa. Mais en plus de ça, ils ont commandé 50 paires pour tous leurs salariés. Cool, pour leurs salariés qui étaient à Paris dans le 18e. Beau, ça. Donc ça c'était super sympa. Parce qu'ils sont pas obligés de le faire, tu vois. C'est-à-dire que eux ils ont leur direction générale qui leur dit oui voilà on rajoute ça, etc. Mais ensuite acheter des paires à tous leurs salariés, voilà, ça c'est plus parce qu'ils aimaient vraiment la marque, qu'ils avaient vraiment envie de nous soutenir, et ça c'est un chèque qui est autrement plus important aussi, et qui nous a permis de vraiment bien lancer la campagne au démarrage. Et voilà, en fait, pour la petite histoire, DLC, ils nous connaissent bien. Il y avait une fille qui bosse pour DLC, qui est directrice marketing, qui connaissait Panafrica parce qu'elle bossait dans la mode avant, et qu'elle adorait la marque, et quand elle bossait pour une autre marque dont je tairai le nom, elle voulait faire une collab avec nous. Donc voilà, après c'est un peu de réseau, les gens ça qui connaissent comme quelqu'un, ça, ils adorent la marque, après ils nous ont ouais. parlé même de la suite, de recycler des valises pour en faire d'autres choses, de faire une collab un peu plus long terme avec les intérieurs de valises. Voilà. Non mais on a parlé de choses, tu vois, ils nous ont même appelé pour quand il y avait le coronavirus pour faire des masques avec eux, enfin voilà. C'est des gens qui sont sympas. Il y a vraiment une collab sur le long terme qui s'écrit pas un one shot. Et puis il faut pas oublier aussi que c'est Ulule aussi qui joue aussi les entremetteurs. Et il s'avère que la fille connaissait déjà Panafrica, mais Ulule justement a une dame Sophie, qui vraiment gère les partenariats entre une dame très gentille jeune femme. Gentille petite dame. Dédicace à Sophie du coup. Une dame qui a 25 ans. Non mais Sophie, si t'es là. Non mais voilà, ils font un super boulot chez Ulule aussi où ils aident pas juste à mettre en ligne une campagne, mais il y a vraiment un accompagnement derrière. En tout cas, je veux dire, et après la campagne. Ils soutiennent, et d'autant plus quand pour nous, ils avaient connu Panafrica en 2016, ils ont vu comment on a grandi aussi, ils ont vu la première campagne qui était vraiment un succès. Du coup, quand ils ont vu qu'on avait lancé un nouveau truc, ils se sont dit Panafrica, il y a de quoi faire vraiment une belle campagne. Et du coup, ils nous ont vraiment bien accompagnés. Ils passeraient pas autant de temps avec tous les projets parce qu'il y en a des milliers. Mais nous, c'est vrai qu'on les connaît bien, on a fait pas mal de trucs avec Ulule, on leur envoie beaucoup de projets de jeunes créateurs, on leur dit allez sur Ulule, et voilà, et donc on s'entend bien avec eux, on a fait pas mal de choses avec eux. Et ils étaient ravis.
qu'on lance une nouvelle campagne, et donc ils nous ont vraiment bien accompagnés, Trop et stylé. merci à eux du coup. Trop stylé. J'ai vu aussi que vous avez une consigne de 10 € sur les sneakers, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors, la consigne. Donc, quand Franck a dit Arusha, c'est la basket éternelle. Tiens, montre C'est la beauté. l'instant téléachat. C'est ça, Arusha par Arusha. Panafrica. La première basket consignée et recyclable. Ok, Pourquoi consigner? Déjà, j'explique pourquoi on a Bien décidé sûr. de lancer Arusha. L'idée, c'est que Panafrica, donc comme on dit, ça fait 5 ans qu'on fait les choses bien, qu'on source nos matières de manière responsable, etc. Qu'on intègre de nouvelles matières écologiques avec du polyester recyclé, etc. Mais il y a cette question de gestion des déchets. Mhm. Que deviennent les vieilles baskets une fois qu'elles sont Tu vois portées? les vieilles baskets pourries que t'as au pied là? arrête, c'est des ribots que j'ai acheté en bras, arrête. Non mais voilà, quand t'as ta paire, qu'est-ce que t'en fais en fait? Est-ce que tu les mets au relais, mais comment t'es sûr que ça soit recyclé, ou est-ce qu'elle va pas juste être enfouie ou brûlée? Et puis en plus c'est des matières en fait. Là par exemple sur les baskets là, t'as du wax, t'as du daim, t'as plein de choses, t'as du polyester, de la toile, etc. Même si c'est sale et ça a été porté par quelqu'un, ça reste quand même une matière avec une valeur qui peut être réutilisée pour faire le futur Panafrica. Donc l'idée c'était de créer une basket recyclable. Mais après, comment faire en sorte de récupérer la basket une fois qu'elle a été portée, et que toi Valentin tu penses à nous renvoyer ta paire? Forcément avec la consigne, on travaille ensemble. On t'implique. C'est ingénieux, On bah oui, t'implique. c'est ingénieux, c'est intelligent. Et voilà, et toi du coup tu fais ah oui c'est vrai, quand tu fais un gros tri de tes chaussures et tu dis celle-ci j'en veux plus, et tu fais ah oui mais en plus si je la renvoie en fait je peux récupérer mes 10 € en bon d'achat pour acheter une nouvelle Panafrica, et donc du coup bah Nous, voilà, ça tu permet vois. d'impliquer le consommateur, de le fidéliser aussi, parce qu'il peut se racheter une nouvelle paire, il a ces 10 € là, et c'est intégré au prix global en fait. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on a pensé. En fait, au départ, on est parti du principe. Enfin, je sais pas, moi en fait, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, tiens, tu vois, qu'est-ce qui marche dans les consignes de verre? Pourquoi les bars ils demandent de ramener, tu sais, qu'ils te gardent la bouteille de coca et tout ça. Et moi, mes parents me parlaient souvent des consignes de bouteilles de lait quand ils étaient petits. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on peut pas l'appliquer à un produit mode? Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. Mais c'est encore une fois, c'est une phase un peu de test, quoi. On a vendu les premières 1500 paires, on va voir comment ça se passe. Les premiers clients sont en train de les recevoir là. C'est super. Et justement, la phase de crowdfunding, et c'est pour ça qu'on n'a jamais relancé une campagne de financement participatif, on s'est toujours posé la question. On l'a jamais fait jusqu'à présent. Le premier produit pour lequel on le fait, c'est un produit qui est vraiment innovant, qui va plus loin dans la démarche et sur lequel on avait besoin d'avoir un premier pool de consommateurs qui nous disent voilà, le produit il est bien, il est pas bien, voilà ce qu'il y a truc, et que nous la consigne et le recyclage même qu'on doit encore affiner puisse être affiné grâce à ces premiers clients. Et donc ce produit se prêtait vraiment à une campagne de crowdfunding, à l'inverse d'une sortie de collection ou d'un nouveau coloris d'un modèle qu'on aurait déjà. Moi je trouvais que ça c'était vraiment le type de produit en crowdfunding qui pouvait être très collaboratif, et c'était cohérent voilà, avec ce qu'on avait fait au début. Et donc là on s'est dit ok, celui-là il faut qu'on le lance de cette manière là parce que ça s'y prête. Ok. Donc, voilà. Très bien. Non mais c'est un très beau projet, très beau projet. Petite question, vous me direz votre avis là-dessus. Quel est votre produit, selon vous, votre best-seller? Et selon nous, c'est-à-dire... Oui, votre avis à vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Notre modèle préféré ou notre best-seller? Voilà, t'as une double question. Le best-seller de la marque en ce moment, c'est celui-ci. Ok. Ça, c'est sur la collection printemps-été, c'est celui-ci, c'est le modèle Sahara. C'est un modèle qu'on a sorti il y a 2 ans, qui est super sympa. Tu portes assez facilement et tout, donc ça, c'est pile poil le coloris. À savoir que c'est unisexe aussi. C'est unisexe. Quasiment tous les modèles. Ça, c'est un 39, voilà. Et après, on avait un iconique de la marque, mais que je n'ai pas sous la main, mais qui est ce produit-là. je connais. Toi, tu l'avais? J'avais l'une des premières versions, c'était cette semaine, pas encore comme ça. Ça, c'était le produit iconique de Panafrica, parce qu'on l'a beaucoup vu dans les médias, il a été pas mal dans notamment les magazines mode et tout ça. Et qui est sympa aussi. Plus estival, que tu portes forcément tous les jours, mais qui est super cool, et qui est forcément visuellement, qui attire l'œil, et tu te dis, ça c'est une paire de Panafrica. Et après, moi, mon préféré... Bon, en ce moment, c'est celui que je porte, que j'aime beaucoup. Très estival, ça c'est très estival, mais j'aime bien. Et sinon, j'attends avec impatience ma paire d'Arusha. Et moi, j'ai pris celle-là, et ça, c'est mon préféré. En fait, dans l'équipe, on a quasiment tous pris la noire. Ok, voilà. très bien.
Donc on va tous porter, on va C'est là où on va voir dans la rue, on va voir le gang. Ok, c'est le gang panafricain, on s'approche pas, on a peur. Avec Hugues, on a pris tous les deux une paire de Agnès B panafricain de notre collab. Et t'entends, tu sais, le matin, je me lève et je me dis, attends, est-ce que Hugues va la porter aujourd'hui ou pas que je la porte? Et puis, bien entendu, l'autre jour, on était tous les deux avec la même paire. Mais voilà, moi, c'est les Arusha que j'attends. Après, nous, tu sais, on est dans la marque depuis pas mal de temps. Les collections, on les voit à peu près 8 mois, même voire moi 1 an en avance, genre commencer à faire les plans de collection, les trucs et tout. Donc en fait, on switch vite, tu vois, on est content. Nos préfs, ils sont déjà pour l'été prochain. Oui, c'est ça. On a déjà en tête ce qui va sortir l'été. Oui, vous savez déjà. Il n'y a plus de suspense. Là, on a des trucs en tête qui vont être cool. Ok. Mais voilà, mais du coup, j'ai plus que des panafricains chez moi et j'ai plus de place. Attends, et Hélène me disait ça. Hélène dit que t'as plus de place dans tes placards. Non, mais oui, là en plus, en ce moment, je suis en train de déménager, je trie mes chaussures, je trie mes panafricains. En fait. C'est bien, c'est stylé, tu vois. Donc, ouais, tu vois, c'est vraiment. Parce que Hélène est notre testeuse en plus, donc à chaque fois qu'elle a des paires, on les fait en 41, donc tu les testes pendant 2 mois, truc, mais bon, après le test pendant 2 mois, elle les garde. Donc, elle les teste à vie. C'est bien, comme ça, on voit l'usure 4 ans plus tard. Ouais. C'est très bien. Quand tu récupères ta consigne, du coup. Okay. Mais Mais je peux vous dire, en tout cas, on peut dire aux gens que vu qu'on teste les panafricains quand même matin, midi et soir et qu'on les porte quasiment tous les jours, qu'elles sont de mieux en mieux. Ouais, parce que franchement, entre le début de la marque et aujourd'hui, moi j'ai vu vous. l'évolution de la marque. Ouais. Et je dis pas ça parce que je suis fondateur. Non, je dis ça parce que vraiment, là, tu vois, celle-ci, je les porte, c'est la nouvelle collection et on a changé la semelle, on a changé un peu la forme. Ouais. Et franchement, niveau confort aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Moi, je reviens des anciennes. Je me dis, ah oui, putain, le progrès qu'on a fait. Mais ça, c'est parce qu'on n'y connaissait rien et que petit à petit, on s'améliore. Des trucs et tout. Et là, aujourd'hui, on a vraiment des chaussures qui tiennent bien la route, qui sont solides et qui sont agréables à porter. Okay. Et en plus, tout le monde t'arrête dans la rue en disant, c'est quoi cette marque? C'est quoi ça? Ou alors des gens qui sont fans de Panafrica te disent, ah, t'as des C'est bien, ça fait un peu petit gang, tu vois, parce que au final, les gens ils se repèrent, etc. Ok. Vous parliez tout à l'heure aussi du référencement dans les magasins. Alors, vu qu'on est dans le 2e, il y a le Monoprix de Rue Sébastopol qui avait quelques-uns de produits quand j'allais faire mes courses. Donc j'ai fait, ah putain, ils sont vraiment très forts. et aussi des galeries. Comment, c'est quoi? C'est cyclique, c'est tout le temps, ça se passe comment? Alors, vas-y, je te laisse. Non, c'est un gros truc, c'est un gros sujet quand même, les revendeurs, parce que ça moi en tout cas du point de vue de la communication, parce que je reste quand même un petit peu dans mon... C'est des partenariats qui sont super forts et super importants pour Panafrica, parce qu'en termes de visibilité, c'est vraiment le gros qui va soutenir le petit. Et ce qui est intéressant aussi dans la démarche, c'est que c'est le petit qui va apporter vraiment toute la valeur et tout le sens en fait de la collab. Et c'est pour ça en fait que des grandes marques et des grands revendeurs nous contactent justement pour notre éthique de marque. Ouais. On y revient. Quoi te dire, ces distributeurs-là, nous on n'est jamais allé les chercher. Quand on a essayé de le faire, ça n'a jamais marché. Les Galeries Lafayette, c'est eux qui étaient venus nous voir et je me souviens même quand est-ce que c'était. Je me souviens même qu'on savait pas qui c'était. Jusqu'au moment où on était en mode, tu vois, bon, elles me racontent leur vie. Tu vois, on savait pas qui c'était les Galeries Lafayette jusqu'au moment où on leur demande en fait, vous êtes qui? Ah bah voilà, je suis acheteuse Galeries Lafayette truc. Et là, on n'avait pas les codes du truc. Tu vois, c'était sur un salon et tout. Et on se disait, ah putain, c'est Galeries Lafayette. Mais tant mieux. La pression monte d'un coup. On était assez naturel. Et voilà, et ça marche comme ça. En fait. Et Galeries Lafayette, ça a démarré avec eux sur un pop-up pendant Africa Now en 2016. Ça a cartonné. Donc après, ils nous ont fait... Au début, ça devait être éphémère. Hein. Puis ça a cartonné. On vendait des paires de Panafrica. Franchement, en 2016, je me souviens, on y était l'été. C'est nous-mêmes qui vendions. On vendait ça comme des petits pains. On vendait, tu vois, genre 20-30 paires par jour parfois. En fait, en 2 semaines, on avait écoulé 80% du stock qui était prévu. Pour les 2 mois de l'événement, tu vois. Donc ça a cartonné. Donc après, ils nous ont rappelé en disant, ah mais en fait, on va acheter quoi pour mettre en rayon. Et pas juste sur les 2 mois de l'événement. Donc après, on était en rayon, ça continue à bien marcher. Après, là, on est dans une période un peu plus complexe. Forcément, toutes les boutiques tirent un peu la langue. Mais d'une manière générale, les Galeries Lafayette est un de nos gros clients qui nous a fait confiance depuis quand même pas mal de temps et qui nous suit, qui suit l'évolution de la marque, qui prend des nouveaux produits aussi. Et puis voilà, et puis t'es aux galeries, les gens entendent parler de toi, t'es puissant sur les réseaux sociaux, et de fil en aiguille, t'as Monoprix qui te contacte, tiens, on veut faire quelque chose l'été prochain, on voulait parler avec vous, et puis tu parles avec eux, tu t'entends bien avec les gens, ils disent ah c'est cool l'histoire et tout ça, on développe un truc en commun, et puis tu fais le truc, et au même titre que Agnès B, au même titre que on a l'an prochain
un gros truc qui vient aussi. Donc, Je crois que t'allais me dire. non, je peux pas. Ouh, je peux le pas dire. teasing. Non, si ça avait été signé, j'aurais dit non. Mais non, je sais pas si je l'aurais dit. Mais bon, si ça avait été signé, j'aurais peut-être pu un peu me soudoyer. Ok. Mais là, c'est impossible. Bah après, si on peut aller prendre une bière, tu m'en parles, y a pas de souci. Non, mais voilà, on a des gros trucs pour 2021 aussi. Et puis, et en fait, t'es présent, les produits marchent bien, et de fil en aiguille, tu rencontres des gens, et puis même toi, t'as des idées aussi. Ouais. Du coup, tiens, on a fait ça avec un tel, et même au-delà, d'autres marques de mode, on réfléchissait à des choses, même je me souviens avec des médias, C'est cool, ça. des trucs un peu hybrides. Voilà, ça c'est vraiment, ça pour le coup, c'est pas mal mon rôle dans la boîte. Donc, C'est fou. Moi, ce qui m'amuse en tout cas, c'est par exemple quand tu refais toute l'histoire avec les Galeries Lafayette, c'est qu'ils nous ont quand même contactés au départ parce qu'on avait des baskets fantasy avec du tissu wax, et que maintenant on travaille encore avec eux parce qu'ils ont une campagne qui s'appelle Go for Good où ils mettent en avant les marques éco-responsables, et que Panafrica, on est dedans et qu'on coche plusieurs cases en fait. Du coup, ça m'amuse en fait de voir l'évolution et comment nous on est, enfin, le fait que tout ça soit directement dans notre ADN, bah, que ça bouge, et eux le temps en tant que grosse entreprise qu'il faut en fait pour pouvoir faire cette transition, pour pouvoir bouger, etc. Tu te rends compte de la prise de conscience. C'est beaucoup moins agile en la fait. prise de conscience. ouais, c'est moins agile, ça c'est sûr. Et aussi, on se rend compte que bon, voilà, si les Galeries Lafayette, Monoprix commencent vraiment à se mettre dedans et à faire en sorte que les gens achètent de manière responsable, bon, c'est que là, autant il y a 4-5 ans, on était peut-être précurseurs en tant que petite marque, mais là maintenant, quand on parlait de la mode éthique, non, il n'y aura plus besoin de dire mode éthique, ce sera la mode Ouais, tout court. mais d'ailleurs, nous on vend l'éthique, comme je te disais, on vend plutôt une histoire de produit. Tu vois, nous quand on discutait avec Agnès B pour faire la collab et tout, j'ai raconté une histoire. Au Ghana, j'ai montré des vidéos, on a dit tiens, on peut designer nos propres toiles, et voilà, et c'était plutôt cette histoire-là. Et bien entendu, en filigrane, t'as l'éthique de marque, le côté humain de la marque, mais c'est pas ce qu'on vend. Enfin, même à Monoprix, quand on leur a parlé, ils savaient déjà qui était, enfin, ce qu'on faisait, quels étaient les produits Panafrica, et eux, ce qui leur plaisait, c'était vraiment l'histoire de marque. Et ils savaient qu'en filigrane, tu avais cette question d'éthique, d'éco-responsabilité. Mais c'est jamais trop ce qu'on vend en fait. Ouais, mais enfin, en tout cas, maintenant ils vont faire une sélection éco-responsable. Ouais, Monoprix, ils ouvrent un grand magasin test un peu autour de produits éco-responsables et tout ça. On est dans leur sélection. Peut-être que j'ai pas le droit de le dire parce que c'était un secret, je crois. Mais ils vont faire une grosse communication dessus. Et voilà, et du coup bah, j'espère juste que personne de Monoprix nous écoute ce soir. Enfin, Je connais personne à Monoprix. Bon, il y a peut-être des gens qui écoutent ton podcast que tu ne connais pas aussi. C'est vrai, non mais c'est vrai. Et merde, il y a le DG de Monoprix qui a écouté. Enfin, j'espère pour toi d'ailleurs qu'il y a des gens qui écoutent ton podcast et qui ne te connaissent pas. C'est mieux, je pense que c'est mieux. C'est comme quand nous on vendait nos chaussures, au début c'était cool, t'avais ta famille, tes amis, mais au bout d'un moment t'étais content aussi de. Mais effectivement, non mais en vrai, quand quand tu le dis, effectivement, il y a des gens que je connais pas qui écoutent mon podcast. bon bah ils sont sympas. Oui, Bonjour. merci à eux. C'est Bonjour. eux qui portent le podcast et qui demain vont en parler à d'autres. C'est vrai. C'est important. Et du coup, vous parliez de la collection avec Agnès B. Comment ça s'est fait? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En parlant de secret, on m'a posé la question pendant Ah un oui, podcast. On m'a posé cette question-là et je savais pas. parce que attends, Hélène fait des podcasts aux US. Ouais, maintenant. tu m'avais dit quand j'étais passé, tu m'as dit que vous t'avez un podcast. Et souvent quand on me pose la question de comment ça a commencé, moi j'aime bien arriver vraiment où comment ça a commencé en fait. Et c'est parce qu'en fait Villefranc était modèle pour Agnès B. Oui. C'est totalement totalement vrai. c'est vu un défilé. Et comme oui, ça. oui. En 2016, il a défilé pour défiler collection homme Agnès B. Ouais, c'est ça. À côté d'un public. Enfin, pas que cette année, mais en tout cas, c'est Quand je l'ai l'année où vu, tu venais. quand je l'ai vu. Mais du coup, j'ai connu, moi, par un de mes amis, du coup, je vais citer, mais qui s'appelle William, qui bosse pour Agnès, qui a été pendant longtemps, enfin, qui est un peu son bras droit, et qui me l'a fait rencontrer. C'est comme ça qu'après, j'ai un peu défilé pour Agnès, et puis je l'ai connu un peu. Du coup. J'étais dans certaines soirées où je la voyais, on a fini par s'appeler Agnès Villefranc, et voilà. Et en fait, du coup, moi quand je vais lancer Panafrica, je me disais putain, il faudra qu'on fasse un truc avec Agnès B. Collab, créer un truc. Une collab, quelque chose de cool. Et mais en fait, on était trop jeunes, on était trop petits, on n'avait pas assez d'historique, il fallait qu'on grandisse. Donc j'ai attendu patiemment. Et puis le jour où je l'ai senti, j'ai demandé à William la taille d'Agnès en chaussures. Je lui ai envoyé une belle paire de chaussures, un petit mot en disant bonjour Agnès, j'espère qu'on pourra
faire quelque chose ensemble, voilà. Et puis elle m'a rappelé pour me remercier, merci beaucoup, téléphone et tout ça. Appelle mes équipes et puis bien sûr on fait quelque chose, c'est cool. Donc voilà, c'est tombé comme ça et ça c'était il y a quoi 1 an et demi, même quasiment 2 ans maintenant, parce que le temps après que la collab se monte, Que tout le monde soit tu d'accord. parles avec les équipes, que tout le monde soit d'accord, parce qu'en plus c'était très en amont. Bon, on avait fixé cet été, et puis le temps de développer les choses. Mais voilà comment ça s'est fait. Ensuite on est rentré en contact avec les équipes d'Agnès pour toute la partie design. On a lancé un nouveau produit, puisque c'est une slip-on. Bah Hélène, peut-être tu peux parler de la slip-on, enfin plus le côté... Ouais, c'est une slip-on. Non, du coup, c'est un modèle Panafrica qui n'a pas de lacet. C'est vraiment la petite chaussure. Quand tu la vois, elle donne vraiment envie de la porter. La parce petite qu'elle est chaussure hyper à 115 confortable. balles quand même, ça reste du NSB. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que comme il n'y a pas de lacet, ça permet de donner toute la place à la toile. Ok. Et en l'occurrence, c'est du batik qui est fait au Ghana par Esther et son équipe à Accra. Et donc le batik, c'est vraiment une toile coton qui est teinte de manière artisanale avec une technique d'impression à la cire, qui après, les toiles coton sont baignées dans des bains de teinture, etc. plusieurs fois. Il faut vraiment, c'est assez pointu en termes pour choisir le bon coloris et pouvoir produire en grande quantité. Et donc voilà, cette basket-là, on voit directement comment la basket a été faite. Mais c'est trop bien parce qu'il n'y en a pas une pareille. Ouais. Il n'y en a pas une pareille, et puis on a designé les trucs avec les équipes d'Agnès. Du coup, c'était trop bien, on est parti au Ghana pour faire ça. Et puis Hélène, du coup, avec les équipes de com, peut-être on peut en parler, mais des vidéos, voilà, pour que les clients, même nos communautés et tout, voient vraiment tout le travail qu'il y a derrière. Ouais, c'était important de donner la part belle vraiment à la fabrication, parce que vraiment le style, c'est en fait, vraiment un est lié produit à de ça. ouf. Ouais. Mais moi, je l'adore, hein, je les porte. Il y en a une bleue un peu en mode voie lactée. Elle est vraiment cool. J'ai vu aussi les cachets sur Instagram, j'ai vu, je fais franchement, celle-là est vraiment cool. Ouais. Et, Moi, j'aime bien la verte. et on s'est bien éclaté parce que franchement, on s'est bien éclaté. On a fait des super vidéos. Puis c'est vraiment Esther, le côté du coup, a artisanal. contribué aussi un peu au truc, parce que j'imagine que. Là, par contre, je te pose la question. Salut, je suis ta collègue. Mais en tout cas, il y a des ajustements à faire avec Esther au niveau des motifs, des couleurs, etc. Ouais. T'as ajusté un grand travail d'une grande famille, quoi. Ouais, mais c'est génial parce que tu vois, t'es au Ghana, nous on est perdus chez Esther. Mais quand on parle d'Esther, on a l'impression. C'est Esther. C'est Esther et 3 personnes. Ouais. Dans un petit atelier qui est au fond de sa maison, qui est dans le jardin de la maison. Okay. Et te dire que elle a produit toutes les toiles pour une collab Agnès B, et qu'après les produits, ils ont été envoyés partout dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des Panafrica Agnès B qui sont au Japon, à Hong Kong, aux US, partout en France, dans les boutiques et tout ça. C'est quand même incroyable de se dire que ça a démarré dans un fond de cours au nord d'Accra, au Ghana, et que c'était Esther qui faisait ça et qui savait même pas qui était Agnès B ni pourquoi elle le faisait. On lui a expliqué le truc, que c'était important, que c'était une belle collab pour nous et tout ça. Mais ça, je trouve ça assez cool, cette petite histoire, quoi. Enfin, quand on y pense, et puis cette mise en relation, et du coup, Esther créatrice et Agnès B créatrice, mais c'est fou, ça. Ouais, pas tout à fait la même échelle, ni la même notoriété, mais voilà, chacune de leur côté, elles font des choses cool. Et voilà, et ça revient à dire ce qu'on disait au début, on connecte là des projets entre eux pour en faire une chaussure sympa, et que j'espère des clients achèteront et trouveront agréable à porter. Okay. Et voilà. Et on explique la petite histoire sur des petits trucs, tu sais, on a un petit hand tag comme ça, et puis on explique que c'est Esther qui a créé ça au Ghana et tout ça. Voilà. Une belle histoire. Je vais finir avec 2 questions. Ça m'a fait chialer ce truc. Paris 2, c'est aussi de l'émotion, voilà, on parle ensemble. Alors au montage, il faudra peut-être mettre une petite musique. Je mettrai une petite musique légère avec un petit piano, un petit violon, tout ça. Je vais finir avec 2 questions. La première, ce serait un mot pour qualifier un Panafrica aujourd'hui. Pour chacun d'entre vous, un mot pour qualifier Panafrica. Vas-y, je te laisse. Ah bon, tu veux ça. Moi, je dirais authentique. Ok. Ouais. Je l'ai beaucoup dit, je sais, mais je pense que c'est peut-être le premier mot qui me vient à l'esprit. Et si je devais en dire un deuxième, si tu me donnes la permission, je dirais... J'ai pas le choix, du coup. Je dirais optimiste. Ok. Et moi, je dirais humain. Ok, c'est beau. Très bien. On dit pas plus. Très bien. Un mot. Et j'aimerais bien aussi revenir très brièvement sur votre manifeste, parce que du coup je pense que c'est le message à faire passer. Et du coup je vous laisse, allez-y, le micro est à vous, parlez-nous du manifeste de Panafrica et let's go. Vas-y, t'as 10 minutes. 10 minutes.
Non, pour synthétiser, Panafrica, on est une marque de basket colorée, engagée, fabriquée sur le continent africain. Ouais. Et on croit qu'on peut faire les choses différemment, humainement, avec tout un réseau de partenaires qu'on appelle partenaires parce que c'est pas simplement des fournisseurs. On sait qu'on va pouvoir grandir avec eux, qu'on va pouvoir faire grandir Panafrica, mais aussi leur structure, et surtout qu'on va pouvoir continuer à s'amuser tout en restant avec ces engagements-là, à faire des baskets qui sont stylées, que les gens ont envie de porter, peu importe l'histoire derrière, mais aussi parce qu'elles sont super cool. Ok. Donc ça, ouais, c'est vraiment important. J'ai envie de rajouter, juste pour être concret un petit peu dans les choses, mais du coup on a pas mal de partenariats. Je parlais d'Esther au Ghana, on a un partenariat avec Uniwax en Côte d'Ivoire qui est à Abidjan, avec Boaké qui est une usine de coton, tissage et filature de coton, qui connaît pas mal de difficultés. C'est dans le centre de la Côte d'Ivoire, plus personne n'y va à part nous et quelques entreprises ivoiriennes, mais c'est des entreprises vraiment en difficulté. On travaille avec des ateliers de fabrication qui sont au Maroc, près de Casablanca, avec qui voilà, on a un partenariat long terme, on lisse les productions sur la durée pour pas avoir de pic de production, pour éviter le chômage technique au moment où tout le monde produit, et puis t'as un moment où plus personne produit, ça dépend des collections. Bah nous on dit voilà, on produit ça pendant 6 mois et t'as de la visibilité, et ça te permet d'embaucher, de former et de maintenir les gens dans l'emploi. On a un partenariat au Burkina Faso, pareil avec du tissage de coton, teinture écologique, qui est à Ouagadougou, avec qui on bosse depuis maintenant 3 ans, qui s'appelle Africatis. On achète le coton grosso modo 4 fois le prix du marché. C'est des femmes qui sont dans un centre textile, qui passent par là, qui ont au-delà des formations vraiment techniques, ont aussi des formations plus théoriques liées à l'alphabétisation, le calcul, toutes ces choses-là qui leur permettent demain aussi de vivre en toute autonomie, parce que ça c'est nous aussi un enjeu pour Panafrica, c'est de se dire comment est-ce que les partenaires avec qui on bosse ne sont pas trop dépendants de Panafrica, et comment on finance aussi, donc on verse une partie de notre chiffre d'affaires pour financer des projets liés à la transition écologique et à l'emploi, notamment avec les partenaires que je te cite là, pour leur permettre aussi d'évoluer et d'évoluer en mieux, parce qu'il y en avait certains, je prends l'exemple du Burkina Faso, c'était jusqu'à présent parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens ni de se former, ni d'acheter les matières, ou c'est ça Ilan, parce que c'est toi qui as géré le truc, mais tu sais, Africatis, là, ils avaient des teintures qui n'étaient pas écologiques. Ils achetaient les teintures sur le marché à côté, quoi. Il n'y a pas d'approvisionnement en teinture écologique. Et donc nous, on a quand même soutenu financièrement pour justement qu'ils puissent faire cette transition-là, écologique, teinture écologique, et voilà. Et avec une garantie d'achat de ces toiles-là qu'ils allaient teindre. Donc voilà, ça c'est vraiment des fiertés de Panafrica, c'est une partie du manifeste, j'ai envie de dire, il y en a plein, il y a en interne, il y a avec nos partenaires, il y a plein de choses. On essaye de dire un maximum de choses sur notre site aussi, on a toute une partie manifeste où on détaille justement les partenariats, tous nos partenaires, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ça évolue. On parle aussi des limites du projet Panafrica, parce que là, franchement, tu dresses un truc super cool de Panafrica, mais c'est cool, mais on fait aussi des choses pas super bien, où il y a des trucs pour lesquels on se plante, ou des trucs pour lesquels on n'y arrive pas, et il n'y a pas de projet parfait, donc il y a des trucs sur lesquels on s'améliore, sur lesquels on trouve des pistes d'amélioration, sur lesquels on réfléchit avec des gens, on n'est pas tout seul, et voilà, on porte aussi une vision pour demain, et en tout cas on sait où on veut aller, et on est en train de voir comment on va y aller, mais voilà. Très bien. Voilà ce qu'on pouvait te dire. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, Hélène et Vulfran, merci à vous de m'avoir accueilli dans votre humble demeure, dans votre humble showroom. Merci à toi. Nous allons faire un jeu concours pour faire gagner votre paire de Panafrica. Je pense que le jeu concours sera en ligne certainement demain ou après-demain, pour faire gagner votre paire de chaussures que vous pourrez venir récupérer ici dans le showroom, dans le deuxième. N'hésitez pas à vous abonner à Panafrica sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et même Instagram. Surtout Instagram avec votre beau feed. N'hésitez pas également à suivre Paris 2 sur les réseaux sociaux, hein, vous connaissez, juste là, par là, voilà, voilà, vous connaissez. Bon bref, là, voilà. C'est hors cadre. C'est ça, ouais, je suis hors champ, bon c'est pas grave. Et n'hésitez pas, du coup l'épisode sera disponible sur les plateformes de streaming. C'était l'avant-dernier épisode. Merci encore à vous de m'avoir accueilli. Merci, on peut s'applaudir. C'était pas mal. C'était incroyable. Et puis à très bientôt pour le dernier épisode de la saison 1 de Paris 2. Au revoir. Ciao.
Paris 2. Ton podcast de quartier. Animé par Valentin. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте оно длится необычайно долго.